Nous sommes le 6 août 2024. Un petit groupe d'environ 300 soldats ukrainiens a traversé la frontière de l'oblast de Kursk en Russie. Et la guerre entre la Russie et l'Ukraine a changé à jamais. Ces soldats ont été les premiers d'une longue série à envahir la frontière nord-est de l'Ukraine avec la Russie, à s'emparer de territoires et à transformer la guerre. L'invasion de Kursk a marqué un changement monumental dans la stratégie ukrainienne. Pendant plus de 2 ans et demi, le pays s'est consacré à une vaillante défense de ses frontières, mettant tout en œuvre pour empêcher le front russe d'avancer davantage. Il est désormais passé à l'offensive. Et cette attaque a rappelé au président russe Vladimir Poutine que la Russie n'est pas le seul pays à pouvoir attaquer un autre pays. Ce serait un euphémisme de dire que Poutine a été surpris, humilié par l'invasion de Kursk. Il a dû se rendre à l'évidence. Il n'avait pas réussi à défendre sa patrie en bombardant un autre pays. Même au moment où ce scénario est écrit, 500 miles carrés de Kursk sont toujours aux mains des Ukrainiens. Et la réponse de Poutine, à savoir la promesse de 30 soldats pour repousser les envahisseurs, soit ne s'est pas encore concrétisée, soit n'a pas réussi à déloger les Ukrainiens de leur nouvelle position. Néanmoins, Poutine pourrait au moins se consoler en pensant qu'il s'agirait de la seule invasion ukrainienne du territoire russe. L'élément de surprise a fonctionné une fois, mais il serait prêt si l'Ukraine tentait de récidiver. Il ne reste plus qu'à chasser les forces ukrainiennes de Kursk pour que la guerre puisse revenir à une guerre normale. Poutine ne serait certainement pas dupe une nouvelle fois. Il le ferait, et il l'a fait. Tandis que l'Ukraine, après l'invasion de Kursk, lance une deuxième invasion qui prendra autant de territoire en Russie que les forces de Poutine en détiennent en Ukraine. Comment tout a commencé? Des rapports sur l'invasion de Belgorod commencèrent à apparaître le 27 août 2024, et de nombreux médias semblent confirmer que cela s'est produit. L'une de ces stations était Times Radio, une station de radio britannique exploitée par le service d'information du Times, qui a invité l'ancien officier du renseignement militaire britannique Philip Ingram à l'émission pour discuter des attaques. Il a révélé ce que l'on savait depuis le 27 août, jusqu'à présent. Nous savons que les Ukrainiens semblent avoir attaqué 300 soldats à un poste frontière, et des informations non confirmées font état de 200 autres soldats à un autre poste frontière. Cela porterait la force d'invasion ukrainienne totale à environ 500 hommes, contre environ 300 initialement annoncés pour l'invasion de Kursk. Dans ce cas, environ 300 soldats, appuyés par des véhicules blindés et des chars, ont réussi à franchir rapidement les points de contrôle menant à Kursk, ouvrant ainsi la voie à davantage de soldats ukrainiens pour entrer sur le territoire russe. Peut-être que Zelensky espère répéter ce succès en utilisant un petit contingent pour faire sauter les points de contrôle frontaliers menant à Belgorod afin d'ouvrir la voie à des troupes supplémentaires. Cela reste à voir. D'autres médias rapportent des informations contradictoires. Le 27 août, le Kyiv Post a rapporté que la chaîne pro-Kremlin Telegram avait enregistré des informations selon lesquelles, à 8 heures du matin, 60 soldats ukrainiens et 8 véhicules blindés avaient lancé une opération d'invasion près du village de Belgorod-Nertivka. La chaîne de Telegram MASH a ensuite publié un reportage niant ces affirmations et affirmant qu'il s'agissait d'environ 200 soldats ukrainiens qui se déplaçaient avec plusieurs véhicules d'infanterie. La même chaîne Telegram indique également que 300 autres Ukrainiens ont combattu aux côtés des soldats russes près de Shebykin, qui est l'un des postes frontaliers mentionnés précédemment vers Belgorod. Ces rapports du MASH semblent être plus conformes aux chiffres fournis par Ingram, avec la possibilité que la chaîne où la fusillade a eu lieu soit rapportait des informations incorrectes, soit essayait de minimiser l'invasion en raison de ses liens avec le Kremlin. Quoi qu'il en soit, la confusion régnait, tout comme lorsque l'Ukraine a attaqué Kursk. Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région biélorusse, a rapidement contacté Telegram pour tenter de minimiser les rumeurs d'invasion. Selon certaines informations, l'ennemi tentait de franchir la frontière de la région de Belgorod. Selon le ministère russe de la Défense, la situation à la frontière est toujours difficile, mais sous contrôle. Ce contrôle a ensuite été démontré lorsque Gladkov a publié un message sur Telegram disant que l'Ukraine avait lancé des bombardements
et des attaques de drones sur 3 villages de la région biélorusse. Une partie de ces bombardements a eu lieu à Petrovka, à 6 milles du point de contrôle de Neotivka, ce qui suggère que l'Ukraine a franchi les pointes de contrôle et est en train de s'emparer du territoire. Si vous vous souvenez des débuts de l'invasion de Kursk, vous remarquerez peut-être déjà certaines similitudes. La force d'invasion compte environ 300 hommes, peut-être plus, et les Russes insistent sur le fait que la situation est sous contrôle, même s'il devient clair que l'Ukraine est en train de percer. Bien sûr, la réalité était tout autre. L'Ukraine est entrée facilement dans Kursk avant de se lancer dans une vague d'accaparement de territoire qui l'a laissé fermement ancré sur le territoire russe. Peut-être verrons-nous la même chose à Belgorod. Reuters a également rendu compte de l'invasion en cours de Belgorod, notant qu'il ne pouvait vérifier de manière indépendante aucun des rapports trouvés sur Telegram. Mais elle a cité le blog militaire russe Operation Z, qui compte 1,6 million d'abonnés, affirmant qu'il n'y avait pas eu de véritable tentative de violation par l'Ukraine. Il y a eu des affrontements avec des groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens. Des coups de feu ont été tirés par l'artillerie russe, rapporte le blog. Aucune tentative de percée à grande échelle n'a été enregistrée. Peut-être pas. Mais encore une fois, l'invasion de Kursk n'a pas été à grande échelle, du moins au début, et les affirmations de l'opération Z semblent contredire directement la confirmation de Glakov selon laquelle l'Ukraine a mené des bombardements et des frappes de drones sur plusieurs villages de Belgorod. La situation reste donc floue, mais il semble probable que l'Ukraine ait au moins tenté d'entrer à Belgorod, et d'autres rapports suggèrent qu'elle a réussi dans une certaine mesure. Comme le souligne Ingram, nous pourrions désormais assister à la deuxième phase d'un effort d'invasion plus large, Kursk étant la première phase, visant à permettre à l'Ukraine de s'emparer d'au moins autant de territoires en Russie que la Russie en possède. Mais voici la chose la plus intéressante. Cette dernière invasion n'est pas la première attaque ukrainienne contre Belgorod. En mai 2023, The Guardian a rapporté qu'un avion de guerre russe avait largué une bombe sur la ville animée. Malheureusement, de tels événements sont devenus quotidiens pendant la guerre en Ukraine. La bombe a explosé avec succès, laissant un cratère de 20 mètres de long alors que les débris volaient dans toutes les directions. L'explosion a été si puissante qu'elle a projeté la voiture sur le toit du magasin, même si finalement personne n'a été tué. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette bombe. Oui, elle a été larguée depuis un avion russe, mais la bombe lancée le 21 avril 2023 a touché la ville russe de Belgorod, environ un mois après le largage de la bombe. La raison de l'utilisation de l'avion de combat russe a été clarifiée. Le 22 mai 2023, 2 groupes rebelles russes, le Corps des volontaires russes, RVC, et la Légion russe de la liberté, FRL, ont lancé une attaque transfrontalière depuis l'Ukraine jusqu'à Belgorod. Tous deux sont des groupes pro-ukrainiens et auraient même pris le contrôle de plusieurs colonies près d'une frontière après des frappes aériennes avant d'en être finalement chassés par les forces gouvernementales russes. Des attaques similaires ont eu lieu en juin 2023 dans ce que le RVC a appelé la deuxième phase de ses efforts, une phase dans laquelle ils ont été rejoints par le bataillon terroriste de Biélorussie et visait à éloigner les soldats russes des autres parties de la ligne de front de la guerre en Ukraine, tout en insufflant un esprit de rébellion contre Poutine. Le plus fou, c'est que les invasions des groupes rebelles russes en mai et juin 2023 n'ont pas été les seuls coups de semonce tirés sur Belgorod. Le 6 mai 2024, il a annoncé une frappe aérienne ukrainienne sur la région de Belgorod, au cours de laquelle 7 personnes ont été tuées et 35 blessées. Gladkov a affirmé que des drones avaient été utilisés lors de l'attaque et que la cible était très probablement une usine de viande dans le village de Berezivka. Cette grève fait suite à une grève de décembre 2023 qui a fait 25 morts et 100 autres blessés dans la capitale régionale, Belgorod. Le fait est que Poutine avait déjà été témoin de l'invasion de Belgorod, mais n'était apparemment toujours pas préparé à une invasion en août 2024. L'Ukraine a clairement indiqué à plusieurs reprises que Belgorod était une cible.
Et pourtant, Poutine a été pris dans la dernière invasion. N'ayant pas réussi à retenir plusieurs centaines d'envahisseurs ukrainiens à ses postes frontaliers, ce qui a contraint plusieurs villages de la région à subir des bombardements et des attaques de drones. Nous arrivons donc à la question de savoir pourquoi l'Ukraine cible Belgorod. Une réponse possible pourrait être l'importance de la région pour la Russie. AP News rapporte que Belgorod est une région de 535 000 frontalières avec l'Ukraine. La région est caractérisée par des terres agricoles et des collines et compte une population de 1,5 million d'habitants répartis sur 500 miles carrés. Mais peut-être plus important encore, Belgorod abrite également plusieurs grandes entreprises industrielles russes, et la région produit environ 40% du minerai de fer que la Russie utilise pour forger sa machine de guerre. Peut-être que les tentatives ukrainiennes de s'emparer de Belgorod visent à couper l'accès de la Russie au fer et aux aliments produits sur les terres agricoles de Belgorod. Sinon, l'Ukraine, en empiétant plus profondément dans la zone, perturbera la logistique nécessaire au transport de ses marchandises vers le reste de la Russie, ce qui plongera Poutine dans une crise matérielle encore plus grave, qui a déjà conduit au retrait des chars de la Seconde Guerre mondiale des entrepôts pour la poursuite de son Ukraine. Toutefois, pour provoquer de tels troubles, il faudrait que l'Ukraine s'empare d'une partie importante de Belgorod. Il pourrait certainement transporter plus de 500 soldats environ qui auraient participé au passage des frontières. Par conséquent, une raison beaucoup plus probable pour l'invasion de Belgorod est que l'Ukraine souhaite étendre son influence sur la Russie en arrachant davantage de territoires à Poutine. C'est ce que dit Ingram dans une interview accordée à Times Radio. Selon lui, l'Ukraine tente d'utiliser Belgorod et Kursk pour établir une zone tampon à ses frontières nord, qu'elle pourra ensuite utiliser pour des négociations avec la Russie. Ce qui semble se produire, et je spécule un peu en raison du manque d'informations, c'est que les Ukrainiens vont tenter de s'emparer d'une sorte de zone tampon à l'intérieur de la Russie, les langues de sa frontière nord, a déclaré Ingram. Idéalement, cette zone tampon aurait la même taille que le territoire que la Russie détient en Ukraine. Les forces du président ukrainien Volodymyr Zelensky ont déjà réalisé des progrès significatifs à cet égard. Au 4 septembre 2024, l'Ukraine comptait environ 386 000 carrés de territoire à Kursk. Il n'y a pas encore de rapports sur la superficie du territoire qu'ils ont conquis à Belgorod, bien que le fait qu'il ait effectué plusieurs raids sur des villages à 6 000. De Tivka suggère que ce nombre pourrait être plus proche de 400 000 carrés. Comparez cela avec les gains territoriaux de la Russie en Ukraine. Après une première tentative infructueuse de capturer Kiev par destruction et pillage, après quoi ses forces ont été considérablement repoussées, Poutine a décidé de mener une guerre d'usure. Selon le ministère ukrainien des Finances, les gains territoriaux ont été lents, mais ils ont eu lieu, bien que cela soit dû au hachoir à viande qu'est la Russie, où plus de 620 soldats sont morts. Pendant 2 ans et demi de combat, la Russie a pris le contrôle d'environ 18% de l'Ukraine, soit près de 42 000 carrés. Cela signifie peut-être que les affirmations d'Ingram selon lesquelles l'Ukraine tente de s'emparer de la même superficie de territoire en Russie que celle dont dispose la Russie en Ukraine sont un peu ambitieuses. Cependant, ces commentaires ont plus de sens si l'on considère les gains de la Russie en 2024. Une grande partie du territoire détenu par Poutine est constituée de terres occupées par ses forces au cours des premiers mois de la guerre. Depuis, les progrès ont été lents. Par exemple, Reuters rapporte que la Russie n'a occupé que 211 miles carrés de l'Ukraine entre janvier et début mai 2024. Pour ceux qui suivent, cela représente environ la moitié de ce que l'Ukraine a gagné en seulement 1 mois depuis l'invasion de la Russie. Ainsi, Zelensky montre que ses forces peuvent faire des progrès identiques ou supérieurs à ceux de Poutine dans un laps de temps beaucoup plus court, avec la menace claire que l'Ukraine pourrait s'emparer d'encore plus de territoire pour créer la zone tampon évoquée par Ingram. Pourquoi serait-il important d'avoir cette zone tampon? Il y a 2 raisons. Premièrement, Kursk et Belgorod n'ont pas été choisis comme site de l'invasion ukrainienne simplement, parce qu'il s'agit de régions frontalières dans lesquelles l'Ukraine peut facilement pénétrer.
Les deux régions que l'Ukraine revendique sont responsables des tirs de roquettes et des bombardements des villes ukrainiennes, ce qui signifie que s'emparer de territoires dans ces villes ou les faire exploser rendra difficile pour la Russie d'attaquer l'Ukraine depuis le nord. Et donc la zone tamponne. En maintenant cette zone, l'Ukraine éloigne la Russie de ces pays du nord, lui permettant peut-être de mettre davantage l'accent sur la défense de Donetsk, qui a été la cible claire de Poutine tout au long et pendant la majeure partie de 2024. La deuxième raison relève des négociations. Comme le souligne Ingram dans une interview accordée à Times Radio, cela pourrait être la fin du jeu de Zelensky. Ingram dit que Zelensky peut profiter de l'invasion de Belgorod et de Kursk pour se retourner et dire « Vous avez certaines de mes affaires et j'ai certaines de vos affaires. Soit nous acceptons de garder ce que nous avons, soit nous acceptons d'y renoncer. » En d'autres termes, Zelensky peut utiliser les territoires occupés par l'Ukraine à Kursk et Belgorod pour établir des contacts commerciaux avec Poutine. Ce commerce n'obligera pas Poutine à abandonner la totalité des 18% du territoire que la Russie détient actuellement en Ukraine. Mais si Zelensky parvient à reconquérir les quelques centaines de kilomètres carrés que l'Ukraine a perdus depuis le début de l'année 2024, il réussira un coup d'État majeur. Toutes les pertes subies par la Russie jusqu'à présent cette année seraient vaines. Et si l'accord n'est pas conclu, Zelensky pourrait consacrer davantage de ressources ukrainiennes à l'invasion, conquérir encore plus de territoires russes et exercer encore plus de pression sur Poutine. Et la pression nous amène à une autre raison pour laquelle l'Ukraine attaque Belgorod. La deuxième invasion de l'Ukraine accroît la pression à laquelle Poutine est confronté après l'invasion de Kursk. Cette pression commence à venir de leurs propres citoyens, qui sont contraints de faire face à la réalité de la guerre avec l'Ukraine lorsqu'elle arrive à leur porte. Le 14 août, 13 jours seulement avant l'attaque de Belgorod par l'Ukraine, l'état d'urgence avait déjà été imposé dans la région. Gladkov a ensuite affirmé que les attaques ukrainiennes avaient entraîné la destruction de maisons, des morts et des blessés parmi les civils. Même si la vérité de ces affirmations est ce que Poutine a déjà fait face à des réactions négatives de la part de ses propres citoyens à cause de tout cela. Nous le voyons à Kursk. Le 8 août, 2 jours seulement après l'invasion de la région par l'Ukraine, CNN a rapporté que plusieurs habitants du district soudanais de Kursk avaient envoyé des télégrammes pour demander à Poutine. Il y a plusieurs personnes à l'adresse, dont l'une a affirmé que les déclarations du ministère russe de la Défense concernant l'invasion étaient fausses. Ces mensonges entraînent la mort de populations locales, a déclaré un habitant. Le chef d'état-major a récemment déclaré que la situation était sous contrôle. Mais aujourd'hui, des combats importants et acharnés ont eu lieu au Soudan et dans les régions de Korov, affirme-t-il. Un autre résident a gardé les choses simples. Soudcha a été attaqué et transformé en ruine en quelques heures. L'administration locale n'a pas réagi. En lisant entre les lignes de ces messages, on constate que les citoyens de Poutine perdent en confiance en lui. Ceux de Kursk qui ont subi toute la force de la colère ukrainienne sont non seulement terrifiés, mais contraints d'affronter Poutine en lui proposant une réponse lente, tout en se faisant mentir par les autorités locales. Ce qu'ils voient de leurs propres yeux l'emporte sur la propagande du ministère russe de la Défense. Et la pression des citoyens de Poutine se reflète également dans celle de ses alliés politiques. En septembre 2024, le député russe Eugène Fedorov a vivement critiqué la propagande officielle du Kremlin qui prétend toujours que la Russie maîtrise l'invasion ukrainienne. Fedorov dirige le mouvement de libération nationale russe et joue un rôle clé dans la défense de l'intégrité territoriale de l'État russe. Le gouverneur de Kursk a annoncé que 10 autres villages avaient été évacués. S'il n'y a pas d'offensive, pourquoi évacuer les villages? Fedorov a demandé dans un télégramme. La même question peut être posée à propos de Belgorod. Si la Russie maîtrise cette invasion, pourquoi déclare-t-elle l'état d'urgence dans la région? La raison en est que Poutine tente de relâcher la pression. Fedorov a également cité la propagande du Kremlin, affirmant que les attaques étaient la dernière descente de la tombe de soldats ukrainiens, qualifiant ces commentaires d'absurdes et soulignant que Kurchatov, une ville de Kursk, située à 120 km de la frontière avec l'Ukraine, était fermée. Je le répète, pourquoi le faire s'il n'y a aucune menace que l'Ukraine attaque la ville? Tout cela accroît la pression sur Poutine.
Les Kremlin tentent de mentir pour éviter une invasion, en disant au peuple russe d'ignorer les preuves très réelles d'une invasion qui se trouve devant lui. Avec la deuxième invasion de Belgorod, l'Ukraine rend encore plus difficile la propagation des mensonges du Kremlin, lui permettant ainsi de détruire la base du pouvoir de Poutine dans son propre pays. L'incapacité de Poutine à défendre son propre peuple est révélée, ce qui nous amène à une autre raison pour laquelle l'Ukraine a lancé une attaque contre Belgorod. Cela montre au monde que l'armée russe n'est pas aussi puissante que Poutine voudrait le faire croire. Ingram le déclare dans une interview avec Times Radio. Étant donné que les Ukrainiens ont attaqué Belgorod à 2 reprises au cours de l'année écoulée, les Russes auraient dû être mieux préparés à une attaque là-bas, dit-il, faisant référence aux attaques ukrainiennes survenues plus tôt en 2024. Si les Ukrainiens réalisent des progrès significatifs, cela montrera que la situation des Russes est bien pire qu'on ne le pensait auparavant. C'est un point important. La position de Poutine en tant que président de la Russie repose sur sa capacité à projeter l'image d'un homme fort tant auprès de son propre peuple que du reste du monde. Cette image a plutôt bien résisté avant la guerre en Ukraine et dans ses premiers mois. Les concepts de ligne rouge, ou ligne que les alliés de l'Ukraine déclarent ne pas franchir, car cela provoquerait une agression russe, est devenu un sujet brûlant. La peur était le jeu de Poutine. La Russie était l'une des plus grandes puissances militaires du monde, disait-on, et l'Ukraine devait rester à l'écart si elle ne voulait pas ressentir toute sa puissance. Le problème pour Poutine est que les invasions de Kursk et de Belgorod représentent la dernière ligne rouge que l'Ukraine doit franchir. Elle reçoit déjà des armes de ses alliés occidentaux. Elle est autorisée à utiliser bon nombre de ces armes en Russie. L'Ukraine possède même des F-16. Aujourd'hui, ils combattent les troupes russes en Russie et s'emparent de territoires, et Poutine n'a pas encore trouvé de réponse appropriée, et encore moins lancé le niveau d'agression militaire que la plupart pensent qu'il se produira. Aujourd'hui, les lignes rouges ont de nouveau bougé. La Russie, par l'intermédiaire de Poutine, tente toujours de se positionner comme la principale menace. Récemment, le 4 septembre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a déclaré aux journalistes que Zelensky incitait les États-Unis et qu'ils devraient comprendre qu'il plaisante avec des lignes rouges ici. Il ne devrait pas plaisanter avec nos lignes rouges. Mais la plupart de ces lignes rouges ont déjà été franchies. Poutine n'a rien fait à ce sujet, ce qui ne fait que donner du crédit à l'opinion dominante selon laquelle, malgré toute la puissance de la Russie sur le papier, son armée est mal entraînée et bien moins compétente que beaucoup le pensaient. Après tout, cette armée perd environ 0 homme par jour à Donetsk pour s'emparer de petits morceaux de territoire, tandis qu'au nord de l'Ukraine, elle perd beaucoup plus de terrain sur son territoire. Ce qui nous amène à une autre raison pour laquelle l'Ukraine a lancé une invasion de Belgorod. Cela donne matière à réflexion à Poutine. Après tout, c'était l'une des principales raisons de l'invasion de Kursk. Poutine a déployé au moins 30 soldats dans la région pour tenter de se débarrasser des envahisseurs ukrainiens. Selon Zelensky, qui a déclaré à NBC News début septembre que ce nombre pourrait atteindre 60 0. Oh. L'idée et l'un des objectifs de l'opération dans l'oblast de Kursk était de diriger les troupes russes vers leur territoire. L'invasion de Belgorod poursuit probablement des objectifs similaires. Zelensky étend les lignes de front de la guerre, les poussant sur le territoire russe pour atténuer la pression que ressentent ses forces à Donetsk. Le temps nous dira si cette stratégie s'avérera efficace. Mais surtout, l'invasion de Belgorod donne à Poutine une question de plus à réfléchir. Alors qu'il continue de lutter contre l'invasion de Kursk, il doit désormais combattre les Ukrainiens sur 2 territoires russes, ce qui lui imposera des changements de stratégie qu'il ne souhaitait pas opérer. Tout cela nous amène à la raison ultime pour laquelle l'Ukraine a lancé l'invasion de Belgorod. En pénétrant sur le territoire russe, Zelensky a pris à Poutine l'initiative de la guerre en Ukraine. C'est ce qu'affirme Ingram, qui a attiré l'attention sur la question de l'initiative, citant une série d'attaques de missiles et de drones qui ont tué 4 personnes le jour de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août. Ingram soutient que cela est dû en partie au fait que Poutine a tenté de dire au peuple russe et à ses partisans internationaux qu'il avait toujours l'initiative,
Alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, les Ukrainiens l'ayant reprise grâce aux attaques à Kursk et ailleurs. Peut-être pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Poutine a été contraint de passer à un mode opérationnel réactif, dans lequel il cherche à contrer les attaques ukrainiennes plutôt que d'être l'agresseur. On pourrait affirmer qu'il est entré dans ce mode lors de l'échec de la contre-offensive ukrainienne en 2023, même si la principale différence réside dans l'avertissement préalable. Poutine savait qu'une contre-offensive était en préparation et avait des mois pour se préparer, mais il n'avait aucune idée de l'arrivée de Kursk. Et maintenant que Belgorod était attaqué, il était de nouveau pris au dépourvu. Même si la Russie continue de bombarder Donetsk, l'Ukraine a davantage de cartes en main dans ce conflit. Il existe toutefois des questions que l'Ukraine devra prendre en compte à l'avenir. Le 3 septembre, dans une interview accordée à NBC News, Zelensky a déclaré que l'Ukraine envisageait de conserver la zone occupée de Kursk. Nous n'avons pas besoin de leurs terres. Nous ne voulons pas y transférer notre mode de vie ukrainien, avait déclaré Zelensky plus tôt. Pour l'instant, nous en avons besoin dans le cadre de son plan pour gagner. Nous devons supposer qu'il appliquera la même approche à tous les territoires que l'Ukraine obtiendra à Belgorod. Un défi constant pour l'armée ukrainienne sera de fournir suffisamment de troupes pour tenir le territoire occupé. Il est possible que Zelensky aille trop loin en essayant de forcer Poutine à faire de même. Après tout, Ingram estime que l'Ukraine a déjà atteint la limite de l'exploitation en Russie, ce qui signifie qu'elle a atteint la limite de la zone qu'elle peut occuper à Kursk et à Belgorod, compte tenu du nombre de soldats dont elle dispose dans le pays. Pour en obtenir davantage, Zelensky devra envoyer des troupes supplémentaires. Ils devront également rattraper le nombre de pertes subies lors des contre-offensives russes. Alors que la Russie peine toujours à progresser à Donetsk, l'Ukraine pourrait se trouver dans la position périlleuse de tenter de conserver Kursk et Belgorod tout en perdant du terrain ailleurs. Néanmoins, Poutine, du moins pour l'instant, s'est retrouvé avec une œuf sur le visage. L'invasion de Kursk a montré que l'armée russe n'était absolument pas préparée à l'idée même que l'Ukraine lance une attaque sur le territoire russe. Dans le cas de Belgorod, l'Ukraine est non seulement privée davantage Poutine de son initiative, mais a également démontré son incapacité à s'adapter. Poutine a été pris au dépourvu pour la deuxième fois. Y aura-t-il un troisième? Quatrième? Combien de fois le peuple russe se réconciliera-t-il avec un dirigeant qui a montré, à plusieurs reprises, qu'il n'avait aucun plan pour le défendre des conséquences de sa propre agression? Partagez avec nous vos réflexions et vos réponses à ces questions dans la section commentaires, ainsi que vos réflexions sur ce que devrait être la prochaine étape de l'Ukraine. Allez maintenant voir comment l'invasion de la Russie par l'Ukraine a tout changé, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.